Alors, la rencontre de cet après-midi devait comporter 2 volets. Un premier volet où des auteurs présenteraient leurs œuvres sous forme de séance de dédicace de leur nouvelle parution. Ce sont les premières personnes que j'ai appelées, Atchekemeng, Lamine Baro qui est là, Papi Bnoussar, etc. Et un deuxième volet où on aurait eu des tandems qui parleraient de leurs œuvres en rapport avec la vie des nouvelles éditions africaines. Nous allons vous proposer ces 2 auteurs qui sont à la table et qui vont se présenter, qui vont présenter leur vie avec les NEAS. Leur vie avec les NEAS. Alors, vous avez du temps. Vous avez du temps. Je vous assure que je peux facilement vous donner 15 minutes à chacun. 15 minutes à chacun, mais à charge pour le public d'interagir avec ces 2 auteurs. Peut-être que l'un, vous ne le connaissez pas encore, mais l'autre, je ne le présenterai pas. Monsieur Baro, vous allez vous présenter et vous allez présenter votre vie avec les NEAS. Maguey, tu te prépares. Tu es un habitué de cet exercice. Alors, la parole à Monsieur Baro. Si vous ne l'encouragez pas, il ne parle pas. Ah oui. Voilà, bonjour, monsieur, dames. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Lamine Baro, artiste plasticien, autodidacte. Donc, les premiers pas ont commencé vers une bataille pour la libération de Mandela. J'ai été coopté par l'Agence panafricaine de l'information parce que j'ai beaucoup voyagé à travers le monde et surtout l'Amérique latine. J'étais en Argentine parce que comme j'ai fait des études de finance, donc quand je suis revenu au Sénégal, donc j'ai essayé de faire quelque chose pour mon pays. Donc il y a eu une exposition qui a été organisée au niveau de l'Assemblée nationale. Fessolé Aïcha m'a appelé. Pendant ce temps, j'étais professeur au lycée de la Fosse. Il m'a dit, Lamine, tu peux venir rapidement à l'Assemblée nationale, on a besoin de toi. Ce jour-là, j'ai présenté une œuvre que j'ai intitulée Apartheid. Alors, cher Ousmane Diallo, le directeur de l'Agence panafricaine de l'information, avec son staff, m'ont demandé pourquoi tu as fait ça. Je dis que c'est une histoire qui me plaît beaucoup. J'aimerais bien le raconter. J'aurais bien aimé raconter ça à la population africaine et singulièrement du Sénégal. Donc ils m'ont convoqué à leur direction, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu peux faire pour l'Afrique du Sud. Je les ai fait comprendre que je n'ai jamais été en Afrique du Sud. Ce que je veux, c'est tout simplement me donner tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est document et entrer sur l'apartheid. Donc ils m'ont donné des cartons de documents. Sachant que le temps qu'ils m'ont donné pour réaliser le travail, je ne pouvais pas. Donc j'ai distribué tous ces bouquins à mes élèves et je les ai demandé de lire et de me faire une toute petite dissertation. En fonction de ça, ça me permettra de savoir exactement où je peux mettre les pieds. Donc le karaké de ces 2 feux Kara, nous avons commencé à travailler pendant presque une quinzaine de jours. J'étais en réunion et aussitôt Jacques Abibsi m'a dit, Lamine, aujourd'hui il faudra ouvre ton atelier, on a besoin de voir. Mais bon, ils m'ont mis en contact avec les gens de l'ANC et de la SWAPO pour que je puisse avoir des informations claires à ce niveau. Donc, quand ils sont venus, j'étais presque à 20 toiles que j'ai réalisées. C'était tellement difficile. Je travaillais 24 heures sur 24 pour pouvoir faire face à ce défi. Donc, l'exposition a eu lieu avec M. Lara, le Premier ministre de Cuba, qui est venu inaugurer cette exposition. Juste, on m'a invité après à Paris 8e avec les Harlem Désir, les Yannick Noah et Alain Bongo, actuellement président du Gabon. Donc, ça a été une très grande fête à Paris. Cela m'a encore demandé de revenir sur Dakar le plus rapidement possible pour aller au musée Dynamique.
Donc j'ai été un invité principal de cette exposition-là, et ça a été un très grand succès. Hein. Bon, les gens faisaient du sang, de l'agression. Il y a une toile que j'ai intitulée « Espérance ». Abdou Diouf s'est rapproché de moi, il m'a demandé, même Senghor aussi, mais pourquoi vous dites espérance? J'ai dit, un peuple a battu une cité dont la jouissance leur a été privée. Alors cette colombe qui a traversé les 5 continents pour apporter son message de paix a volé pour la première fois sur le ciel de l'Afrique du Sud. Et ce jour-là, noirs, jaunes, indiens, tous sont sortis dans les time sheets pour dire enfin, le monde entier nous a entendus. Abdou Diouf m'a demandé, mais monsieur Barroso, pourquoi cette colombe a cette couleur grise ou les blanche? Je dis que non, monsieur le président, une colombe qui traverse 5 continents perd la couleur de son plumage. Et il a acheté cette collection. Je n'ai même pas été à la maison, hein. J'ai quitté l'aéroport directement à l'exposition. Il l'a acheté, il l'a mis à la ligne de front. 2 mois après, Nelson Mandela a été libéré. J'ai eu la chance, encore une seconde fois, après la libération de Mandela, de travailler sur l'esclavage. Gorée sur la route de l'esclave, le titre, de la mémoire au pardon. Mon manager, Charles Delgado, et l'ancien maire de Gorée m'ont dit que Lamine, ce travail est très lourd, tu fais attention, parce que c'est un travail très sensible. Alors mon manager m'a mis en contact avec le professeur Mbaye, le professeur Djibril Samb, le professeur Ngoïlam, le professeur John Franklin et le professeur Ibrahim Seck de l'université de Floride. Donc j'ai commencé, quand je suis revenu au Sénégal, j'ai commencé à travailler en l'an 2000 sur ce travail. 3 ans après, j'étais presque à 1500 pièces sculptées sur argile. Montrer toutes les facettes de la traite négrière, parce que j'ai invité le professeur Mbaye dans le restaurant, qu'il me parle, je prends des notes, et enfin, quand je reviens, et je travaille à machine sur mon ordinateur. Et je remercie au passage le directeur de Sup IMAX, un féru de la numérique, qui m'a beaucoup aidé. Il est là, il vient d'arriver, M. Biram Diouf, un conseiller qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine. Alors, j'ai travaillé, au bout de 2 ans, l'université m'a demandé de montrer ce travail au musée de l'IFAN. J'ai rempli le musée de l'IFAN. Le musée de l'IFAN a été rempli sur les 600 mètres carrés. Je travaillais jusqu'à perdre des fois une tension de 9. Joe Wakam me disait, non Lamine, tu n'as pas le droit de rester à la maison, viens. Elle a si. Et aujourd'hui, je suis à 3,5 tonnes de travaux sur la traite négrière. L'exposition a été faite au musée de l'IFAN et ça a été un très grand succès. Donc les Jacob Desvarieux, Madame Toubira, ils ont demandé, mais il y a un Sénégalais qui a travaillé sur la traite négrière. On dit oui, mais il est à Dakar. M. Mbalo Kébé a dit, mais allez le voir au village des Arts, il y est. Donc quand ils sont venus, ils m'ont invité à Saint-Louis avec l'association qu'on appelle TOSTEM, Tourisme de mémoire. TOSTEM travaille avec les Anneaux de la mémoire de Nantes. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avec eux. Beaucoup. C'est eux qui m'ont offert tous les billets. On m'a ouvert les archives de Nantes et ce n'est pas donné à n'importe qui. J'ai travaillé pendant une dizaine de jours sur les archives de Nantes pour voir la véracité historique de la traite négrière. J'ai eu la chance aussi de voyager en Guadeloupe, en Martinique, Saint-Martin, Barbade, Antigua. Tout ça dans le domaine de la traite négrière. Le travail est là aujourd'hui et j'ai fait d'ailleurs une émission il y a à peine une semaine pour envoyer ça aux États-Unis. Madame Bill Cosby, quand elle a vu ce travail, elle a demandé à ce qu'on m'invite. Elle est venue. Elle est venue avec son jet privé à Dakar. Madame Eliman Khan était là. Si elle était là, elle m'a posé la question. Lamine, tu as une étrangère qui est venue. Madame William Thomas, l'ambassadrice, m'a dit, Lamine, prépare-toi, il y a une dame de haut niveau qui est là. Et quand elle est venue, elle a regardé le travail. J'ai d'abord rencontré M. Eliman Khan. Il m'a dit, non, M. Barrault, on n'a pas assez d'argent au ministère. Je lui ai dit, non, je suis venu pour vous informer que le travail était fait. Mais quand il est venu au village, il m'a dit que c'est sublime. L'UNESCO m'a accompagné pendant une dizaine d'années. Une dizaine d'années, l'UNESCO a accompagné ce travail. Et Mme Bill Cosby a dit que j'ai visité ton exposition, je veux aller chez toi. Elle a été jusque dans ma chambre à coucher, elle a pris des photos avec ma femme. Parce qu'elle dit que si je retourne à Chicago, mais
on dira que tu ne m'as pas vu. Un mois après, je suis allé à Chicago. 24 heures après, j'ai été reçu par le maire de Chicago qui m'a donné la clé de Chicago et qui m'a dit que voilà, M. Barrow, tu peux rester comme tu veux. Mohamed Ali, étant malade, m'a reçu chez lui, dans sa mosquée. J'ai prié dans sa mosquée, il m'a donné une lettre de félicitations. Et Michael Jordan, et j'ai fait beaucoup de conférences dans les universités. Il n'y a pas très longtemps, on m'a invité aussi à New York pour faire des conférences dans les universités parce que pour déplacer une collection comme ça, il faut vraiment à peu près 1 à 2 conteneurs pour déplacer ce travail. Voilà, donc au-delà de l'histoire de la traite négrière, parce que c'est une histoire pédagogique. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez à Gorée, il n'y a que des vestiges. Pour que les enfants puissent comprendre de manière pédagogique c'est quoi la traite négrière, il fallait passer étape par étape, n'est-ce pas, jusqu'à la longue marche de Martin Luther King, The Have a Dream. Vous voyez un peu? Donc, une fois que j'ai terminé la traite négrière, toujours dans le sens de la numérique, M. Diouf m'a demandé, mais est-ce que tu peux faire une BD? J'ai dit, oui, mais donc, il m'a mis en contact avec tous ses collaborateurs, et à partir de là, j'ai réalisé cette BD, Le mariage du coq. Alors, donc, le mariage du coq, c'est vrai que nous avons des divergences. Les animaux peuvent avoir des divergences. Vers la fin, j'ai utilisé ce qu'on appelle la cohabitation et la solidarité. Donc, M. Brahman, un coq, qui travaille chez M. Criquet. Vendredi arrive, il dit à son maître, je veux aller voir ma future épouse. Il dit, ta future épouse, où est-ce qu'elle est? Elle est derrière les parcelles d'Assini, derrière le commissariat des parcelles d'Assini. Il dit, écoute, après la prière, tu peux fermer la mosquée, tu peux fermer et puis partir. J'ai utilisé les cars rapides. J'ai utilisé des lézards, des margouillats pour pouvoir vraiment rendre beaucoup plus attrayant le travail. Et ensuite, pour éviter de travailler sur des cases, des vieilles maisons sénégalaises et africaines, j'ai utilisé toutes les artères de Dakar, plus ou moins, pour permettre aux enfants de mieux s'ouvrir. Et qu'aujourd'hui, à l'extérieur, que les gens sachent que vraiment, voilà le Sénégal. Donc, M. Koch s'est déplacé, il a pris son car rapide. Et pendant que la poule travaillait chez M. Mousse, Mousse a pris les jambes, il était sur son pliant en train de lire son journal. Poule lui a dit que, mais écoute, il n'y a plus de quoi manger à la maison. Il lui dit que bon, écoute, c'est pas un problème. Dès que je touche ma pension lundi, on va remplir le frigo et je vais m'en occuper. Fais d'abord le linge et puis bon voilà. Subitement, M. Koch arrive, Brahman, qui frappe à la porte. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Mais surpris par la venue de ce coq, mais aussitôt ses instincts de chasse sont revenus. Il n'y a plus de cohabitation. Il a dit oui, mais qu'est-ce que tu voulais? Non, je suis venu voir ma future épouse. Ah oui, ta future épouse. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Alors, il a dit comme toi, en tant que brahman, mais tu as du culot. Comment tu peux venir chez moi comme ça, tu dis que tu viens voir ta future épouse? Est-ce que tu connais Man Maïkat? Man Maï Mousse. Man Douma Kharitou Ganar, Douma Kharitou Ket. Seydina le Wan Nakala. Et ils se sont battus. Ils ont commencé à se battre, à se battre, à se battre. Bon, le voisinage, mais qu'est-ce qui se passe chez Mousse? Il y a des turbulences là-bas chez lui. Il vient avec son gourdin pour essayer de séparer. Malheureusement, comme le chat était très mouvementé, il a frappé le chat sur la tête. Le chat est tombé en syncope. Brahman a pris la fuite. Il saignait. Il a couru. Il est venu en car rapide. Il est reparti par une charrette. mu ne bali taxawal yóbbu ma hôpital fu mu ne nii maa ngi saigné gaawantul tuuti balaa may dee ci yoon bi. Donc alors il a commencé à courir. Le cheval est arrivé vers la ville, il a traversé les affaires étrangères pour aller à l'hôpital principal. mu dem hôpital principal fekk fa lëkk ne ko mais lan la mu ne non dañ ma agressé. mu ne non wax ma exactement lan la mu ne dama demoon seeti sama futur jabar ñu xoolal nu mu xottee sama yaram. mu ne xaar ma tuuti dama sol sama blouse dama tëdd fale mu defar yëpp ñaw góom bi yëpp ba mu pare mu ne ko nag léegi nag il faut nga dem Fann ñu xool sa bopp parce que je pense que dóoru muus moom ak boppu ginaar moom xeju fi mu dem ñu contrôler bopp bi mu baax mu ne lëg yal na la yàlla fay mais dinaa fayu bu dem fekki bëy golo
ak girafe ñoom ñëpp mooy ne leen man vraiment gis nga ni ñu ma agressé dama bëgg a fay bay na ko c'est simple demain matin ku nekk na sol basketam ak dàllam yi ñu dem corniche entraînement préparer leen seen mollets yi ba mu dëgër léegi bu ñu entraîné pendant une semaine gole ne leen dañu dem seeti ndax muus ñu ngi këram balaa man dem kër muus jabaram ne ko attention kii dem na Makka fan la dem Makka mais kii dina ma xam gànnaar bu jigéen bi ne ko ay waay yàlla baal ma lii bu mu fi indi xeex bu mu fi indi xuloo mu ne de toutes les façons sa wax waxu la man góor laa man kenn du ma yàpp sama ndaw la du ma yàpp dinaa fayu mu delluwaat ñu continuer seen entraînement mu dem Yoff mu dem jëli poids xaj ne ko mais yow kii ban poids la am mu ne entre 25 50 kilos mu ne poids yaa ngi nii defal sa bopp mu defal boppam pied avant force yëpp tànne ko léegi pare nañu man comme damay naaw muus mënul ma dara damay dem seeti ndax ñëw na fekk nag muus jógee Makka ñëw yeneen muus yi ñëw fekk si ko pour sargal ko mu ñëw delluwaat ci place bi ne ko gars yi na ngeen pare parce que fale moom benn muus laa fa fekkoon mais tey presque 10 muus ñoo fa nekk ñoo xam ne sa waay seen bët yëpp ñu ngi kii quoi golo ne ko xoolal yooyu yëpp toppatawuñu ko soo ñemee lu ñuy luwee car rapide ñu jubal ñu luwee car rapide dem fekki muus léegi nag muus ma transféré xeex bi Rufisque mu yéeg ci pavé bi ci kaw kii bi premier étage bi ñu ne yow muus wàccal soo ñemee wàccal dama ñëw pour fay mu ne ñii yore seen bant ñii yore seen ceen ñii yore seen xeer kii ne ko man Makka laa jógee ku jógee Makka du tooñ dama bëgg nga baal ma léegi lépp loo xam ne ci mariage bi la bokk man maa koy financé luy dugub luy diwlin luy ceeb yëpp maa koy financé mais golo bi ne ko yow toogal kii dafay wax rek kii saay-saay bi mu ne non man Makka laa jógee ëllëg naa yónni sama jaww mu dem marché ci leen jënd guro ñu préparé yëpp léegi nag gars yi préparé léegi nag ginaar bu góor bi ak ginaar bu jigéen bi ñu dem ci seen famille pour jéem a régler mariage bi. waaw taxawal foofu. waaw tegal sa baaraam foofu ndaxte kat dañuy wax waxi téere. Un livre s'achète. Si vous voulez connaître la fin de l'histoire, vous l'achetez. Alors, Monsieur Barrault, nous savons que nous avons affaire à un artiste plasticien. Oui, vous avez la parole, monsieur. C'est bon, c'est là, tout est là. C'est disponible dans le salon. D'accord, tous les livres de nos auteurs sont disponibles. Alors, vous êtes artiste plasticien, vous nous le faites sentir. Depuis tout à l'heure, vous avez longuement parlé de vos rencontres à l'international grâce à votre beau travail. Et voilà que vous vous retrouvez auteur d'une bande dessinée où votre art éclot d'une autre manière. Et ce que nous voudrions savoir, plutôt que la fin de l'histoire, il ne faut jamais raconter la fin de l'histoire. Vous avez vu? Ils sont tous sages là, ils attendaient la fin, mais rien à faire. Moussa ak ginax ak ganaar fu ñu dajee moom. Casserole rek laa ci gis man. Ginax bi xanaa waaye li si des yëpp mën nañ ko lekk. Dégg naa muus dañ koy lekk ci yeneen dëkk yi. Comme lapin. Voilà. Alors, vous êtes entré dans la création littéraire par le biais de la bande dessinée. Est-ce que ça vous éloigne de votre métier? Voilà, donc ça ne m'éloigne pas de mon métier parce que quand j'étais à Paris, donc j'ai vu Kirikou. Alors je me suis dit que, mais dis donc, Kirikou, c'est un joli programme, mais une fois que j'arrive à Dakar, je ferai tout pour écrire quelque chose. Alors quand j'ai écrit, j'ai protégé le travail au droit d'auteur. Et mon collègue qui est là, M. Diouf, m'a dit, mais alors, qu'est-ce que tu attends pour réaliser ça? Yo grand, yo qui trop quoi? Yo de wax fi ma côté, même tout direct. Alors il m'a réuni tous les techniciens autour de moi. Comme dafa mel ni un réalisateur, un cinéaste, un réalisateur. Donc quand j'explique, on a tenu énormément de réunions pour terminer ce travail. Mais grâce aux éditions Néa. Parce que je les remercie vivement. 2 ans, j'ai traîné partout, j'ai bourlingué partout. C'est un travail solitaire?
Oui. C'est un travail solitaire, Monsieur Barrot? Non, ce n'est pas un travail solitaire parce que maintenant, il faut faire de la cohabitation. Il ne faut jamais, maintenant pour réaliser quelque chose, il faut travailler en groupe. Un avion ne s'est pas construit avec une seule personne. Une voiture ne s'est pas construite avec une seule personne. Lu ñu war a bàyyi ci dëkk bi fii mooy man. Parce que président moom kenn du dem. Il faut que ma am ay collaborateurs. Donc man toujours damay bëgg di liggéey sama ak samay collaborateurs pousse leen ñoom tamit ñu def la même chose que moi. Waaw. Un travail d'initiation, un travail de groupe. On vous remercie, Monsieur Barrot. Merci. N'oubliez pas de lui poser des questions beaucoup plus pointues. Hein? Voilà. Nous vous remercions du fond du cœur. Merci. Papa Lune, c'est pas mon métier que de poser des questions. Nous avons à cette table Monsieur Papa Lune Sarr, qui est journaliste culturel à ETV, n'est-ce pas? Et qui nous a éblouis chaque fois qu'il a rencontré des écrivains de la pointure de Fatimata Dialloba, de la pointure de Magaye Touré et des classiques dont l'un est à la table et l'autre dans la salle. Voilà. Je vous remercie, Papa Lune. Moi, ma première question par rapport à quand les journalistes posent des questions, par rapport à l'écriture des bandes dessinées, c'est beaucoup d'images et peu de texte. Comment écrire à travers l'image? Bon, voilà, donc c'est une question pertinente. Tout ça me vaut vraiment les félicitations de M. Diouf. S'il vous plaît, vous pouvez vous lever comme vous voit un peu M. Diouf. S'il vous plaît. Monsieur Diouf? Monsieur Diouf. S'il vous plaît, levez-vous. Ah. Alors, c'est un pionnier de la numérique. Il est le directeur de Supaimax. Donc, tous les jeunes aujourd'hui qui ont été formés à la RTS, à la 2S, un peu partout, il fait partie de ces pionniers-là. C'est l'une des grandes écoles numériques où vraiment on apprend beaucoup de choses. Donc, c'est lui autour de toute l'équipe, chaque fois qu'on discute sur une image. Alors, à partir du texte que j'ai écrit, on essaye de parler des langages. Non, non, oui. Et puis, bon, j'avais écrit pas mal de choses en anglais, en français et en wolof. Mais malheureusement, les éditions en lisant, ils m'ont dit que non, c'est trop lourd pour les enfants. Donc, c'est passé à la lecture, à la relecture du document. Alors, ils ont éliminé pas mal d'éléments. Pourquoi je remercie les éditions Léa? Parce que quand j'étais à New York, je voulais faire passer ça là-bas. Mais je me suis dit non, je reviens au Sénégal de le faire le plus rapidement possible. Voilà, donc j'ai travaillé, monsieur, avec une équipe, n'est-ce pas, autour de moi, pendant des semaines. Hein. Chaque fois que je suis tellement turbulent, chaque fois que j'ai besoin, on me met 5 ou 6 professeurs autour de moi, je discute. Mais tout ça pour les pousser à travailler sur la bande dessinée. Parce que tout ce que nous avons, c'est des éléments qui viennent de l'Europe, un peu partout. Non, il faut changer. Il faut s'enraciner dans nos valeurs culturelles et s'ouvrir. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille en équipe. Merci, Monsieur Barrot. Et là, alors, je vais me tourner vers celui à qui j'ai offert 15 minutes et qui ne saura pas les utiliser de toutes les manières. C'est Monsieur Magaye Touré, que je vous demande d'applaudir bien fort. Merci beaucoup, Annie. Je voudrais d'abord saluer les personnes qui sont dans la salle. On va commencer par le professeur Amadouli, président du comité scientifique, et à travers lui, donc toutes les personnes qui sont dans la salle, tous les éditeurs, tous les auteurs, et évidemment tous les amis qui sont dans la salle. Je voudrais féliciter aussi les nouvelles éditions du Sénégal, africaines du Sénégal, pour la célébration de ce cinquantenaire. Bon, c'est une maison d'édition qui est un patrimoine, je crois qu'on l'a dit hier, et je pense que c'est bien peut-être de marquer le coup après 50 ans. Et je voudrais vraiment féliciter Madame Aminata Sy, la directrice générale, tout le personnel, mais aussi toutes les institutions qui soutiennent la chaîne du livre, les acteurs de la chaîne du livre, notamment la direction du livre et de la lecture.
Bon, il s'agit peut-être de se présenter, ce qu'a demandé Annie. Exercice difficile pour vous. Voilà, bon, ce sera assez rapide. Hein. Bon, je suis né originaire de Saint-Louis au Sénégal. Bon, au plan académique, j'ai soutenu un doctorat de lettres en 1999 sur Gustave Flaubert. Au plan professionnel, j'ai travaillé dans l'administration depuis 2002, notamment à la Commission nationale pour la francophonie, au ministère de la Culture, au ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la francophonie, et actuellement au ministère des Affaires étrangères, en tant que responsable de la direction de la francophonie, donc qui est logé au sein maintenant de ce ministère. En même temps, il m'arrive de donner des travaux dirigés à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, voilà, je pense que c'est essentiel. Hein. Écrivain aussi. Voilà, jeune écrivain, pas jeune par l'âge, mais jeune par le caractère récent de la production, puisque je n'écris de la fiction que depuis 1 an. Bon, voilà. Auparavant, j'ajouterais qu'il nous a commis une réflexion un peu tendancieuse. L'essence de la sottise chez Flaubert. L'essence. Bon, le sens voilà. De la sottise, l'essence. Voilà, ça c'était ma thèse qui a été publiée en réalité. Voilà, merci beaucoup. On a demandé aussi peut-être que dire des NEAS, qu'est-ce que nous lie au NEAS? Bon, ce que nous lie au NEAS, c'est d'abord une tradition. Le NEAS, si je peux employer un mot peut-être trivial, ça fait toujours fantasmer. Voilà, comme la présence africaine. Quand on était jeune, qu'on voyait les livres, c'est ce qu'on voyait en fait. Voilà, les livres de NEAS, les livres de présence africaine, tous les classiques. Donc on a lu, et donc vraiment c'est quelque chose, c'est une montagne quoi. Bon, le fait d'arriver à se faire éditer, notamment en tout cas ma première œuvre de fiction qui est là, au NEAS, bon, c'était presque un défi quoi. Voilà, au début je me suis dit, quand il a fallu choisir une maison d'édition, bon, automatiquement j'ai proposé de choisir le NEAS, voilà, parce que il y avait tout le mythe, toute la mythologie. Donc qui est derrière cette maison d'édition. Voilà, c'est un peu ça. Vraiment, c'est un élément du patrimoine, c'est un élément de notre histoire intellectuelle, de notre histoire, je dirais même morale. Voilà, aussi bien pour le Sénégal que pour l'Afrique. Donc c'est quelque chose de très très important. Et évidemment, je félicite les NEAS aussi pour le travail qui a été fait en commun sur ce livre-là. Voilà, et puis avec peut-être en tout cas une consécration qu'il y a eu au mois de juin avec le prix Sénac. Le prix du Sénac. Voilà. Monsieur Touré, vous parlez de ce livre comme si au NEAS, quelqu'un vous avait aidé à l'écrire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre lorsque vous dites que c'est une œuvre que vous avez produite en commun avec les NEAS? En fait, je ne parle pas du contenu, je parle plutôt du processus de fabrication. Voilà, il y a vraiment une collaboration très, très étroite et très enrichissante. D'ailleurs, je salue l'esprit d'ouverture des NEAS, parce que bon, puisque moi je me mêle souvent de ce qui ne me regarde pas, même pour la couverture, j'ai eu à dire, bon, je veux ça pour la couverture, je veux telle couleur, je veux tel dessin sur la couverture, ils ont tout accepté. Vraiment, en tout cas, c'est une preuve d'esprit d'ouverture. Bon, voilà. Maintenant, faut-il parler du contenu, je ne sais pas. Oui. Voilà. Maintenant, voilà, pour le recueil, c'est un recueil de 17 nouvelles. Bon, je disais que c'est mon premier texte de fiction. Jusqu'avant de publier cette œuvre, je pensais, vraiment très sincèrement, que j'étais incapable d'écrire de la fiction. Donc j'avais une admiration sans borne pour les romanciers, les novellistes, les poètes, etc. Et je pense que j'en étais incapable. Il a fallu un événement, bon, c'est la pandémie. Donc quand la pandémie est arrivée en 2020, donc à un moment, bon, vers le mois de février-mars, un peu tout s'est arrêté, quoi.
Voilà, d'un coup, il y avait plus de travail au bureau, bon, il n'y avait presque plus grand-chose à faire. Voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de fil en aiguille, bon, parce que finalement, nous tous, on porte des histoires, parfois sans en être conscient. Ça peut être des histoires qu'on a vécues, ça peut être des choses qu'on nous a racontées, ça peut être des choses qu'on a lues, et le mélange de tout ça, finalement, produit. Bon, j'ai commencé à écrire une histoire, d'ailleurs, bon, c'est anecdotique. La première histoire que j'ai écrite, en fait, c'est la deuxième dans l'ordre. Voilà, c'est la première que j'ai écrite. Au début d'ailleurs, je l'avoue, hein, j'avais pour ambition d'écrire un roman sur cette histoire. Et puis bon, puisque moi je ne sais jamais faire long, j'ai écrit quelques lignes. Bon, je ne peux plus continuer. Non, mon roman, vraiment, c'est pas pour moi. Donc je me suis arrêté. Mais curieusement, après avoir écrit cette histoire-là, il y a beaucoup d'autres choses qui sont commencées à me venir en tête. Voilà, comme ça. Bon, je me suis souvenu des choses que j'ai vécues, des choses qu'on m'a racontées, des choses que j'ai lues, etc. Et puis de fil en aiguille, ça a donné 17 nouvelles. Voilà, 17 nouvelles, bon, que j'ai fait lire à certaines personnes, comme Ablaye Racé Senghor, Moustapha Tambadou, André Marigagne, etc. Et qui m'ont, Medjane Ndiaye aussi, paix à son âme, qui m'ont vraiment encouragé à publier. Voilà, qui m'ont vraiment vivement encouragé à publier. Et donc, c'est après, bon, il y a eu tout un processus avant. Après, donc, le choix a été porté sur les NEAS, bon, ça a donné ce produit-là. Mais vraiment, comme je dis, il n'y a aucune, disons, entre guillemets, préméditation. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées comme ça. Voilà, bon, et puis, de fil en aiguille, après ça, d'ailleurs, j'ai publié un autre recueil chez Abyss. Et puis, un troisième recueil. Les titres. Voilà, chez Abyss, c'est Terre Rouge. Terre Rouge. Voilà, et puis, un troisième recueil chez Nara, L'homme au seau de riz. L'homme au seau de riz qui est inspiré de l'événement dont vous vous rappelez dans le Terre, lors du déménage de Terre, l'homme qui avait renversé un seau de riz. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est des choses parfois, bon, ce sont des événements qui peuvent provoquer, en tout cas, des textes qui n'étaient pas prévus au départ. Voilà, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas en réalité de préméditation. Je suis souvent très admiratif devant des écrivains, entre guillemets, professionnels, qui peut-être ce matin se lèvent, se mettent à leur table et ont un programme très bien structuré. Voilà, dans mon cas, évidemment, ce n'est pas du tout le cas. C'est souvent des événements ou des souvenirs qui amorcent un processus d'écriture qui n'est pas du tout préparé. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, quoi. Parfois, je me dis, je ne vais rien écrire, puis bon, quand je rentre, je passe dans la rue, je vois quelque chose. En arrivant, je note quelque chose, et puis en notant, finalement, ça donne une nouvelle, et peut-être ça donne un recueil à la fin. On va retenir quelques mots sur lesquels vous revenez volontiers. C'est que vous notez. Mais que, tout en faisant semblant de n'être pas un auteur, vous avez commis 4 ouvrages. 5. Il y en a un qui n'est pas sans. Voilà. Donc, fausse modestie pour un grand écrivain. On attend la suite. Vivement la retraite, puisque vous êtes pris par le travail. Vivement la retraite, que vous puissiez vous adonner à ce travail. Papa Lioune. Oui, surtout vivement la Covid-19. Parce que nous avons les 2 ouvrages. Terre Rouge, on me parlait toujours Terre Rouge, autant de super-héros, super-écrivains. Ils n'aiment pas qu'on le définisse comme un écrivain malgré lui, malgré Touré, et surtout spécialiste des nouvelles, novelliste. J'ai une question. Vous avez des phrases courtes, choc, vous notez comme un journaliste d'ailleurs qui écrit. On dirait qu'il a fait une formation en journalisme. L'art de l'ellipse et l'art du sarcasme littéraire. Pourquoi ces 2 arts-là vous sont propres? Merci, Papa Lioune. J'ai failli commettre un impair. Il faudrait que je rende hommage aussi à Mamadou Kamara qui est dans la salle, spécial de la nouvelle, qui aussi m'a beaucoup encouragé, m'a beaucoup soutenu. Vraiment, c'est avec beaucoup de générosité. Voilà, merci, M. Kamara. Des phrases courtes, pas toujours courtes, hein, parfois il y a des phrases un peu plus longues. Le sarcasme. Bon, il y a le sarcasme, il y a l'humour, il y a l'ironie, il y a la dérision et l'autodérision. En réalité, ça, je pense que moi, j'aime beaucoup quand j'écris. On peut prendre du recul par rapport à ce que j'écris.
Voilà. Quand, par exemple, ça peut être tragique, il n'y a rien de mieux pour conjurer le caractère tragique d'une situation que d'introduire de l'ironie, de l'humour, de la dérision, ou bien même parfois de l'autodérision par rapport à celui qui écrit. Voilà. Donc ça, bon, ça aussi, je pense aussi, il y a aussi une influence de Flaubert, hein, quelque part. Parce que Flaubert utilisait beaucoup la dérision. Surtout l'ironie. Voilà. Donc c'est ça. Bon, j'essaie un peu d'équilibrer, hein. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop. Voilà, que ce soit en tout cas assez dilué, quoi. Voilà, disons le sérieux. Je crois que c'est Flaubert qui disait que le sérieux, c'est de la bêtise. Ça, même la nature, le sérieux de la nature, c'est de la bêtise. Parce que la nature se répète de manière tout à fait bête, entre guillemets, inconsciente. Voilà, tout ce qui incarne le sérieux, y compris les institutions, c'est de la bêtise. Voilà, donc, cette manière un peu de s'attaquer au sérieux, c'est un peu de tourner les choses en dérision, entre guillemets. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour les caricaturistes, notamment de presse. D'ailleurs, il y a une œuvre qui s'appelle Caricature, dans le recueil où je rends hommage un peu aux caricaturistes. Quelqu'un comme Odia, je dis toujours, la première chose que je regarde dans une journée, c'est le dessin de Odia. Voilà, parce que c'est, je dis qu'il y a beaucoup de génie chez les caricaturistes. Le fait, avec un seul dessin, de résumer plusieurs actualités, n'est-ce pas, d'utiliser souvent plusieurs registres, plusieurs niveaux de langage. Voilà, et puis cette subtilité qu'ils ont, ça c'est extraordinaire. Vraiment, c'est dommage d'ailleurs qu'on ne parle pas souvent des caricatures. Un esprit très synthétique. Voilà, l'esprit de synthèse. Voilà, ça c'est très difficile, ça n'enlève rien, mais c'est très difficile. Moi-même, je m'essaie parfois la caricature. Il m'arrive que je fasse des dessins de caricature, que je partage avec des amis. Ouais, mais bon, c'est un art qui n'est pas très très facile, quoi. Et je crois qu'on devrait peut-être donner davantage, en tout cas, d'intérêt, d'attention à cet art. Merci. Papa Lyoun, voici ce qui nous explique comment cet auteur nous intéresse. Il nous intéresse parce que quand il croque un personnage, il ne le rate pas. Il en fait saillir les traits dominants et ceux qui nous interpellent. J'ai bien envie de lire quelque chose de ce livre-là. Le super-héros, vous savez, c'est l'histoire d'un papa qui rentre tranquillement chez lui et qui va se retrouver super-héros aux yeux de son enfant. Et c'est une triste histoire que je ne vous lirai pas. Que je ne vous lirai pas. Vous savez pourquoi? En tout cas, voilà, c'est ce que vous vivez tous les jours dans les cars, dans les trains. Vous êtes incapable de prendre parti pour quelqu'un qu'on violente, et puis vous rentrez chez vous, votre enfant vous appelle super-héros. Vous tombez debout. Et nous allons finir, avec la permission de Magaye Touré, avec un classique de la littérature, devenu classique. Vous êtes d'accord, professeur? Un classique de la littérature. Ces gens dont nos élèves disent Djibril Diallo Falémé est un écrivain sénégalais mort en. On le dit de Marouba, on le dit pas encore de Magaye Touré, hein, mais on le dit de ces deux-là. Alors, Djibril Diallo Falémé, présentez-vous et dites-nous quelle est votre histoire d'amour avec les Néas. Vous nous parlerez aussi d'indépendance. Je suis coupable d'un roman aux nouvelles éditions africaines qui s'appelle Indépendance. Alors, je félicite les Néas. Hier, je commençais à le dire. Pour moi, l'intention de Senghor, c'était de faire en sorte qu'il y ait une sorte de présence africaine bis en Afrique noire. Mais malheureusement, il s'est trompé de partenaire. On ne va pas chercher la culture avec un monsieur comme Eyadema. Il finira toujours par vous lâcher. Bon, cela dit, je parle de moi-même. Enfin, je ne sais pas trop parler de moi-même. Ce qu'il faut dire,
c'est que je suis natif du Sénégal, j'ai grandi au Mali. J'ai connu la dictature militaire au Mali. Nous avons fait la grève en 1980. Moussa Traoré et ses amis ont assassiné le secrétaire général de notre mouvement et nous avons boycotté le baccalauréat. Il a déclaré année blanche. Ça, c'est un peu le côté fantastique de ma formation littéraire, parce que c'est à partir de là que moi je suis revenu au Sénégal en tant que Sénégalais pour me réinscrire au lycée Limam Moulay de Dakar, où j'ai eu le baccalauréat, et après je suis allé faire des études de lettres, où je n'ai rencontré à la fac au département de lettres modernes que des gens fantastiques. Ouais. Alors, justement, quand j'étais étudiant, il faut dire que quelque part, j'avais ce côté panafricain qui faisait que je ne pouvais pas arrêter de faire de la politique. Parce que j'étais victime de cette politique-là, de cette dictature. Et quand je me suis retrouvé à Dakar, j'ai fait de la politique. Et l'écrivain, l'étudiant sénégalais que j'étais, s'est retrouvé secrétaire à l'information et à la culture des étudiants maliens à Dakar opposés au régime de Moussa Traoré. Nous rêvions d'un panafricanisme sur le campus, n'est-ce pas? Il fallait reformuler l'Afrique. Et toutes ces idées ont participé à ma formation, si bien que aujourd'hui je me plais à me qualifier d'écrivain africain du Sénégal. Parce que à cette époque-là, notamment entre 1985 et 1987, année où j'ai terminé mes études littéraires, je me suis mis à écrire à la fois 4 livres. Mon âme à l'envers, un recueil de textes poétiques qui a été publié aux éditions Hamal de Saint-Louis en 2000. Les derniers jours de Bolibana, Bolibana, la course est finie, une pièce de théâtre publiée au Feu de Brousse en 2009 et aujourd'hui à Harmattan, n'est-ce pas? Indépendance, qui est la version romanesque de tout cet incendie intérieur, n'est-ce pas? Et Kouré Maléou, le cœur du Mont Manding, deuxième roman qui vient d'être publié aussi aux éditions Harmattan. Alors, à cette époque, moi, j'étais arrivé à une conclusion en tant qu'étudiant politisé que l'Afrique que nous avons en 1985 ne se développerait jamais. J'étais arrivé à cette conclusion parce qu'il y avait 3 choses, à mon avis, 3 obstacles qui étaient là. Le premier obstacle, c'était ce que j'appelle l'état virus africain, c'est-à-dire tous ces petits États qui ne se développeront jamais et chacun empêchant les autres de se développer. La deuxième idée, pour que l'Afrique se développe, pour moi, il fallait donner le pouvoir à la femme, qu'elle cesse d'être un objet pour devenir un sujet de l'histoire. Et malheureusement, on n'en était pas là, mais que pour cela, il fallait procéder à une responsabilisation de la femme, contrairement à ce qui était sur le terrain, son occidentalisation ou son européanisation. Il fallait rappeler à la femme africaine l'histoire précoloniale, ce qu'était la femme avant l'histoire. Et je pense que depuis la charte de Kouroukanfouga, en 1236, il est clairement écrit que les femmes, nos mères, en dehors de leurs préoccupations quotidiennes, doivent être associées à nos gouvernements. Donc depuis 1236, les Mandins ont décidé d'associer la femme au gouvernement. Malheureusement, la rupture coloniale a été une dégradation de la femme africaine, si bien qu'au sortir de la colonisation, on a vu une femme occidentalisée, européanisée, qui se permet de prendre 2 à 3 fois le salaire de son mari pour le mettre dans un baptême. Vous voyez, tout ça, c'était des tares qu'il fallait relever. Le troisième aspect, le troisième obstacle au développement de l'Afrique, à mon avis, c'était qu'il fallait procéder à une démocratisation de nos sociétés. C'est pourquoi le roman que j'ai écrit, tous ces 3 thèmes se retrouvent là-dedans. C'est un roman où il y a plein de coups d'État, ou coups d'éclat si vous voulez, coups d'État, n'est-ce pas, où les militaires prennent le pouvoir. Ce qu'il faut dire, aujourd'hui on condamne les coups d'État, moi-même j'en ai condamné.
Aujourd'hui, on condamne les coups d'État, mais ce qu'il faut dire, avoir l'honnêteté intellectuelle de dire, c'est que les coups d'État en Afrique, je m'en rends bien compte aujourd'hui, au lieu d'être une cause de dictature, en ont d'abord été une conséquence. Je m'explique. Quand l'Afrique allait à l'indépendance en 1960, si vous prenez les 15 colonies françaises en Afrique noire, aucune de ces 15 colonies françaises n'est allée à l'indépendance avec un militaire à sa tête. Tous ces nouveaux États étaient dirigés par des civils. C'est parce que le civil s'est transformé en dictateur. Avec leur milice, la milice du parti, qu'ils ont voulu imposer à l'armée nationale, que souvent les jeunes militaires sont sortis des casernes pour prendre le pouvoir. Donc, le coup d'État, avant d'être une cause de dictature chez nous, en a d'abord été une conséquence. Si ces chefs d'État, la plupart de ces chefs d'État, avaient géré avec démocratie et le pouvoir qui leur avait été confié, il aurait eu peu de chances que des coups d'État surviennent en Afrique. Voilà le panafricanisme. Si on ne l'arrête pas, il va brûler tous nos États et nos présidents avec. Oui, Monsieur Djibril Diallo Falémé, dites-nous quelle a été votre aventure avec les NEA. Avec les NEA, comme j'ai eu à le dire, c'était une grande maison dont rêvait Senghor en Afrique. C'est pourquoi il a fait appel à des États habits pour mettre sur pied ces nouvelles éditions africaines en 1972 et qui ont joué un grand rôle parce que la plupart de nos grands intellectuels francophones ont été publiés par les NEA. Donc c'est une maison charmante, historiquement charmante. Les deux autres pays sont partis, ça a diminué les forces des NEA et je prie vivement que les NEA puissent retrouver leurs forces d'antan. Oui. Et Alioune, je te salue. Magui, je te salue aussi, monsieur le directeur. Excusez-moi, j'ai tellement couru que j'ai oublié les bonnes formules. Voilà. Forcément, on pouvait mettre qui est écrit depuis 2009, non? C'est ça. C'est ça. Maintenant, on peut mettre indépendance pour interroger un peu le sens des indépendances, comme indépendance. Mon problème avec les livres qui se branchent sur l'actualité, sur l'histoire, sur les thématiques, et que l'auteur utilise un genre littéraire qui est le roman, qui est le sens de l'imagination et surtout de la création, comment équilibrer l'aspect dénonciation à l'aspect littéralité? Autrement dit, comment faire de telle sorte que les thèmes, les histoires, les dénonciations, les brimades, les 15 colonies ne prennent pas le dessus sur la création littéraire? Comment l'auteur, dans son laboratoire d'écriture, essaie un peu de dire que moi, j'ai un genre littéraire qui est le roman, qui exige un peu la littéralité, l'art de l'imagination. À côté de moi également, j'ai des sujets qui sont réels. Comment mettre un trait d'union entre la littéralité et la dénonciation? Merci. Et je vous ai dit, j'ai fait des études littéraires au département de l'Est, et là j'ai appris une chose importante. C'est Jean Labruyère qui disait dans ses caractères en 1688 où tout a déjà été dit depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes sur la terre et qui pensent. Donc pour moi, on ne pourra plus raconter une histoire qui n'a pas été racontée, qui n'a jamais été racontée. Ce qu'il faut maintenant, c'est mettre l'accent sur la manière de raconter l'histoire. Et je suis d'autant plus dans ça que moi, je suis un grand admirateur des écrivains africains, Amadou Kourouma, Soni Laboutansi, sur lequel j'ai soutenu mon mémoire de maîtrise en 87, Henri Lopez, qui disait en 1982 ceci: autrefois, je racontais des histoires, aujourd'hui, j'écris. Parce qu'avant 1982, il a publié la nouvelle romance. Ce roman, la nouvelle romance, Sans Tam Tam. Ces deux romans, c'est le traditionnel IUOA de l'écriture. Mais à partir de 82, il a changé de style et il a publié Le Pleurer Rire, qui est un chef-d'œuvre aujourd'hui de notre collection littéraire. Ouais. Et donc, il y a un nouveau style. Moi, je dis que j'ai été professeur de français, je suis écrivain, mais je dis qu'il y a deux personnages en moi, il faut que je fasse la différence. En tant que professeur de français,
Quand je suis devant les élèves, je leur dis que lorsque deux verbes se suivent, le second ne doit pas que se mettre derrière. Ouais. Ça, c'est les règles de la langue française. Je l'enseigne aux enfants. Mais quand j'écris, je veux avoir une liberté par rapport à la langue française. Je veux m'amuser avec cette langue-là. Parce que aussi, comme disent nos amis algériens, c'est notre butin de guerre, ou si vous voulez, notre butin de colonisation. Vous voyez ? Nous avons été agressés avec cette langue-là. Aujourd'hui, elle n'appartient plus à la France. Moi, je ne suis pas sûr d'être en train de te parler français. Je pense que je suis en train de te parler, monsieur le directeur, francophonie. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui parle français en puisant, qui parle wolof, bambara, peul en français. Oui, c'est comme ça. Et j'ai essayé de le faire avec la langue française. En fait, j'avais deux objectifs aussi. Dénoncer les dictatures sur le plan thématique et sur le plan littéraire, me faire un petit plaisir avec la langue française. Je ne sais pas si je l'ai réussi. Oui, forcément, d'autant plus que on voit un peu l'enseignement général du professeur, que les élèves ou bien les étudiants, on a un peu bipolarisé le champ littéraire, engagement, non-engagement, etc., etc. Thèmes, thématiques, quelles sont les thématiques, etc. On met des traits d'union. Est-ce que dans ce sens-là, on n'est pas en train de tuer l'art de la création dès le bas âge? Est-ce que pédagogiquement, je ne vais pas insister sur les styles pédagogiques, mais est-ce qu'on ne devrait pas insister même dans la transmission des cours de littérature, de romans, autant la création littéraire que les thèmes qui sont développés à travers l'ouvrage? Parce que je pense que l'enseignement de la littérature doit évoluer, mais tout simplement avoir un ancrage historique, indépendance, littérature de consentement, littérature de dénonciation, etc. La littérature contemporaine, elle est plus libre. C'est pourquoi j'aime plus la littérature contemporaine, parce que le style est plus varié et l'audience, la réception des écrivains contemporains, elle est plus large, forcément. Je ne suis pas en train de faire un procès de la négritude, mais un procès de l'art littéraire parfois qui manque dans l'écriture des ouvrages. On a beaucoup de choses à dénoncer, la matière à dénoncer. Mais si un écrivain choisit un genre littéraire, autrement dit, forcément, il doit avoir un devoir d'ingratitude par rapport à la réalité et penser d'abord à cette puissance de création. Hugo disait que le verbe c'est Dieu, puissance de création, de maturation d'un ouvrage littéraire. Et forcément, j'aime bien la littérature contemporainement. Mais est-ce que cette littérature contemporaine-là ne doit-elle pas être dans les fiches des professeurs? Parce qu'il y a ce nouveau style d'écriture, cette audace. On parlait au musée Senghor du livre de Tabaragnan, cette audace d'utiliser aussi bien des mots savants que des mots roturiers, d'intituler, par exemple, un chapitre Khartouf, c'est-à-dire du crachat, de l'expectoration. Est-ce qu'on ne doit pas évoluer dans ce sens et tout simplement rester dans les carcans de la dénonciation? Et je pense que même dans le livre de Liliane Castello, je pense, quand il fait un peu l'histoire de la culture africaine, quand la musique change, la façon de danser ne doit-elle pas changer également? Vous allez vous essayer à une réponse. Hein? Oui. Voilà. En fait, pour ma part, je crois que on est resté dans l'enseignement traditionnel de la littérature africaine. Ce qu'il faut qu'on accepte aujourd'hui, c'est que le roman africain de langue française a connu, n'est-ce pas, une renaissance à partir de 1968. Avec les soleils des indépendances, le devoir de violence de Yambo Wologem, les soleils des indépendances d'Amadou Kourouma, ce qui a donné naissance à un nouveau roman de langue française dont parlent les grands critiques, Éric Célin, n'est-ce pas, Célestin Monga, n'est-ce pas, qui parle aujourd'hui de nouveaux romans africains. Et ce nouveau roman africain est surtout un travail sur la langue, quand bien même les écrivains dénoncent.
quand vous prenez la vie et demi de Soni Laboutassi, mais vous prenez la tête parce que vous vous demandez d'où vient cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez, il dénonce, mais il a aussi son style. Moi, je pense qu'on peut continuer notre dénonciation parce qu'entre nous, Papalioun, les indépendances là ne valent pas grand-chose. Il faut qu'on continue de les dénoncer, franchement. Merci, Djibril Diallo Falémé. Merci à vous tous qui avez bien voulu vous mettre face à ce public fatigué, rassasié, mais fatigué, et qui a eu la gentillesse de rester jusque-là. Nous allons achever cette journée et clôturer notre cinquantenaire. Nous appelons à la table Madame la directrice générale et à ses côtés, Monsieur le président du comité scientifique et Monsieur le directeur commercial. Je vous remercie. Merci.